Ok, bonsoir à tous, chers amis. Comme je l'annonçais depuis hier, nous allons commencer aujourd'hui avec l'introduction au SQL et au traitement des données géospatiales. Et pour cet après-midi, nous allons particulièrement nous appesantir sur l'introduction aux bases de données. Donc, comme d'habitude, sentez-vous libre d'interrompre, de poser des questions si vous en avez et de pouvoir aussi contribuer si vous avez des éléments à contribuer pendant que nous allons avancer. Donc, pour ce module, le module que nous voulons voir ce soir, il va nous permettre principalement de pouvoir répondre à ces questions de départ. Première question, qu'est-ce qu'une base de données? Deuxième question, comment les bases de données sont structurées? Comment les données sont structurées dans une base de données? Ensuite, quels sont les avantages de travailler avec des bases de données? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste travailler avec des données? Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir mettre les données dans une base de données pour pouvoir interagir avec? Et donc, l'objectif, c'est donc d'apprendre les principes de base du modèle de données relationnelles, mais aussi de pouvoir commencer à identifier dans quel cas il est judicieux de mettre des données dans une base de données. Et ensuite, nous allons apprendre un peu le langage de requête structurée qu'on appelle SQL. Et ensuite, on va découvrir certaines règles spécifiques pour la structuration d'une base de données. Pour nous permettre d'avoir une bonne compréhension de ce que nous sommes en train de faire depuis dans cette série de cours que nous avons engagés depuis un certain temps, on a eu à travailler sur Excel, qui, en fait, c'est des logiciels de traitement de données, mais ils sont au même niveau que, par exemple, le logiciel R. Vous avez ici le langage de programmation. Nous avons commencé notre premier langage de programmation pur, qui est Python. Et maintenant, bon, ça, c'est une représentation de nous. Et puis, vous avez ici donc le langage SQL, qui est un langage qui vous permet donc d'agir avec la base de données, qui agit entre le langage de programmation que vous avez, qui peut être Python ou bien Java ou un autre, et la base de données, mais aussi SQL peut permettre d'interagir entre la base de données et un navigateur, donc un browser qui peut être SQLite ou bien d'autres bases de données, bien d'autres navigateurs qui peuvent interagir avec une base de données. Donc, c'est un peu ça, là où nous nous situons. Donc, j'encourage ceux qui n'ont pas encore fait d'aller, ou alors de me faire savoir, je vais leur envoyer les liens pour qu'ils puissent vraiment approfondir la compréhension de Python. Python, c'est un langage de programmation qui n'est pas compliqué, qui est vraiment aisé. C'est vrai qu'au fur et à mesure que vous avancez, c'est compliqué, mais vous devez, si vous avez bien compris les bases, la suite est beaucoup plus facile. Donc, on est maintenant en train de voir SQL et par la suite, on va continuer avec d'autres éléments. Donc, on va donc commencer avec le premier élément. Qu'est-ce qu'une base de données? J'espère qu'il n'y a pas de questions jusque-là. Il nous a dit qu'une base de données est un système de logiciels pour capturer, stocker et analyser des données. Donc, lorsqu'on crée une base de données, c'est pour pouvoir capturer. Donc, lorsque vous avez, par exemple, des données de votre site web, vous mettez en place un système de capture de toutes ces données-là. Il faut maintenant avoir une base de données pour les stocker. Et lorsque ces données sont stockées dans la base, vous pouvez maintenant les analyser facilement. Et presque toutes les bases de données utilisent un modèle relationnel, donc, dans lequel les informations sont structurées sous la forme d'un tableau. C'est-à-dire, on a les lignes et on a les colonnes. Et ici, on dit les lignes. Les lignes sont appelées les valeurs, et vous avez les colonnes qui sont appelées les attributs. Donc ici, par exemple, vous avez le nom de la table qui est par exemple ici voiture, et vous avez ici donc les colonnes. Donc dans les colonnes, vous avez la colonne marque,
la colonne couleur, la colonne plaque. Et donc, supposons que ça peut être une base de données d'une ville où vous avez toutes les voitures de la ville, donc toutes les marques de la voiture, leur couleur, leur plaque d'immatriculation. Donc, pour chaque ligne qui correspond à un tuple, vous avez donc à l'intérieur des valeurs. Donc, des valeurs qui sont dans chaque case. Et donc, cet ensemble forme donc un tableau relationnel. OK? Maintenant, pourquoi, comme on l'a vu, on l'a dit dans l'introduction, on va voir pourquoi est-ce qu'il est important, pourquoi est-ce qu'il est bien d'utiliser une base de données. Premièrement, on dit que ça permet de faire une recherche rapide. Comme on va le voir, lorsque vous faites des recherches, si vous voulez, par exemple, si vous avez un fichier Excel et que vous étiez en train de vouloir, vous avez, disons, toutes les voitures de la ville de Kinshasa et vous voulez voir toutes les Renault qui ont la couleur bleue, ou bien vous vouliez identifier exactement la Renault bleue qui est immatriculée 1233 DC81. Si vous voulez chercher ça dans un fichier Excel, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Alors que dans une base de données, c'est une question de secondes. Et vous avez déjà, donc, ça permet des recherches rapides, mais aussi, ça permet d'avoir des méthodes puissantes pour effectuer des analyses sur des groupes de données. Vous pouvez donc utiliser des codes pour pouvoir analyser, par exemple, si je prends l'exemple de notre tableau, on pouvait avoir les années de fabrication de ces véhicules et vous pouvez, par exemple, analyser toutes ces données pour voir quels sont les véhicules, par exemple, qu'il ne faut plus. Je sais, par exemple, qu'à Kinshasa, je crois qu'on a pris une décision récemment, où il y a quelques années, pour dire que les véhicules d'un certain âge ne doivent plus circuler dans la ville. Donc, pour pouvoir identifier ces véhicules-là avec une base de données, c'est facilement identifié et on donne tout ça aux policiers et ils vont celui-là, ils sont en route et facilement ces véhicules peuvent être identifiés de manière très rapide. D'ailleurs, dans certaines villes, les policiers n'ont même pas besoin de le faire avant. Ils ont juste avec eux un terminal qui leur permet d'accéder à la base de données. Dès que ils vous saisissent en route, ils contrôlent, s'ils soupçonnent votre voiture, ils interrogent la base de données en demandant, par exemple, voici le numéro, la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Est-ce qu'il est dans la liste des véhicules qui ne devront plus fonctionner? Ou quelle est sa date de fabrication? Vous avez l'information et vous pouvez prendre la décision pour dire au chauffeur, votre véhicule est trop ancien, il ne doit plus circuler. Ou alors, vous pouvez lui rappeler que peut-être il lui reste 1 an ou 2 ans, par exemple. Donc, ça permet aussi de joindre des informations entre des ensembles de données. Donc, vous pouvez avoir une table, ça c'est la table véhicule ou voiture. Vous pouvez également avoir les tables routes, les tables, je prends quel autre exemple? Les tables camions ou bien les tables utilisateurs ou les tables maison. Voilà, par exemple, ici dans la ville où je vis, vous avez dans la base de données, par exemple, des services de l'État, vous avez toutes les tables des voitures qui sont liées aux tables des maisons et chaque maison est liée à une adresse. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, dans cette ville, avoir un véhicule si vous n'avez pas une adresse qui est connue. On sait que votre adresse, c'est par exemple, telle adresse. Et si vous avez un véhicule, ce véhicule-là est directement lié à votre adresse. Donc, ça, c'est 2 tables différentes qui sont liées. Donc, quand c'est une base de données, c'est facile de pouvoir faire ce genre de jointure. Mais aussi, les types de données ont des fonctionnalités uniques. Par exemple, les dates ne sont pas seulement des entiers, mais aussi des méthodes qui sont liées à l'année, qui sont liées au mois, qui sont liées au jour. Donc, dans une base de données, vous avez des données qui ont plusieurs types de fonctionnalités, ils n'ont pas des fonctionnalités uniques. Lorsque vous avez également une base de données, vous avez un référentiel centralisé, ce qui minimise la duplication, qui permet l'accès contrôlé entre plusieurs utilisateurs. Donc, lorsque toutes les données sont centralisées dans une base, vous avez donc, comme je dis, une référence centrale. Donc, si on est, je ne sais pas, il y a plusieurs centres ou plusieurs stations de police dans cette ville,
les mêmes stations de police, en fait, toutes les stations de police travaillent sur la même base de données, donc c'est un référentiel qui est central et ça minimise ou même annule toute forme de duplication. Donc, quand vous créez une nouvelle voiture, l'information est insérée dans une nouvelle voiture à partir d'un poste d'immatriculation des voitures, par exemple, ça réduit les possibilités de duplication, mais aussi ça permet l'accès contrôlé entre les difficultés. Donc, quand vous avez une base de données, vous pouvez dire que tel type d'utilisateur, voilà son niveau d'accès. Par exemple, il peut accéder à la base de données, mais il ne peut pas modifier la base de données. Et à tel autre utilisateur, vous pouvez accéder à la base de données et vous pouvez modifier la base de données, modifier les données qui sont les valeurs qui sont dans la base de données. Donc, ça, c'est avec une base de données qu'on peut contrôler ces niveaux d'accès entre les utilisateurs. OK? Mais aussi, ça permet, quand on le souhaite, de faire un codage géospatial. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez avoir un certain nombre d'informations et vous pouvez lier ces informations-là à un certain nombre d'informations, un certain nombre de codes qui sont géospatiales ou géolocalisés. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, pour moi, c'est vraiment clair jusque-là. Super. Donc Je ne sais maintenant, on pas, va peut-être. voir. Oui, vas-y. Non, je dis, je ne sais pas, peut-être Paul peut avoir une question, mais pour moi, c'est super jusque-là. Oui, ça va jusque-là. Super. Donc, le modèle de données relationnelles. Comme on l'a vu au début, les données sont stockées dans les bases de données relationnelles. Les données sont stockées dans des tables entre lesquelles il y a un certain nombre de relations qui peuvent ou sont établies. Donc, il existe de nombreuses variantes de bases de données, mais les plus développées, ce sont les modèles de données relationnels. Chaque enregistrement a un identifiant unique. Donc, lorsque vous avez une table comme celle que j'ai montrée au début, chaque enregistrement qui correspond à une ligne a un identifiant unique qu'on appelle clé primaire. OK? Et vous avez également la possibilité dans les modèles de données relationnelles ou dans les bases de données relationnelles, la possibilité de manipuler ces données en utilisant donc ce langage qu'on appelle SQL, qui veut dire Structured Query Language. Donc, langage de requête structurée. OK? Et puis, c'est un langage standard pour les bases de données relationnelles. Donc, toutes les bases de données relationnelles qui existent ont la possibilité d'utiliser SQL. Dans la différence, juste la différence existe, des petites différences existent dans certains noms de fonctions. Mais sinon, en général, les syntaxes de base sont les mêmes pour toutes les bases, les bases de données relationnelles. OK? Donc, on va donc essayer de voir, donc comme on l'a vu, les bases de données, le langage SQL, c'est un langage qui est basé donc, sur les requêtes qui sont structurées. Donc, avant de passer à la création des bases de données, je voudrais maintenant que l'on s'appesantisse sur le langage SQL en lui-même. Et là, je vais aller ici au niveau de cette plateforme W3School et je vais donc activer ceci et nous allons regarder ça ensemble. Donc, la question c'est qu'est-ce que SQL? On nous dit que SQL signifie langage de requête structurée, comme on vient de le voir, et elle nous permet d'accéder et de manipuler les bases de données. Elle est devenue aujourd'hui une norme de l'American National Standard Institute, qu'on appelle ANSI, et depuis 1986, et de l'Organisation internationale de normalisation ISO depuis 1987. Donc,
c'est un langage qui est normalisé, qui est reconnu comme étant un langage de référence pour pouvoir manipuler, pour pouvoir travailler sur les bases de données relationnelles. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec SQL? SQL nous permet d'exécuter des requêtes sur une base de données. Il nous permet de récupérer des données à partir d'une base de données. SQL peut insérer des enregistrements dans une base de données. SQL peut mettre à jour des enregistrements dans une base de données. SQL peut supprimer des enregistrements d'une base de données. SQL peut créer de nouvelles bases de données, mais aussi peut créer de nouvelles tables dans une base de données, créer des procédures stockées dans une base de données, mais aussi créer des vues dans une base de données et enfin définir des autorisations sur la base sur les tables, les procédures, mais aussi sur les vues. OK? Donc, en fait, ces différents éléments que nous venons de citer constituent ce qu'on appelle les syntaxes de SQL. Parce que pour exécuter une requête, vous devez pouvoir écrire une syntaxe qui permet donc soit de créer une base de données, soit de récupérer des données dans une base, à partir d'une base de données, soit d'insérer des enregistrements dans une base de données, ou mettre à jour un enregistrement qui existe dans une base de données, ou les supprimer, ou créer des tables, ou bien stocker des procédures, ou bien les modifier, ainsi de suite. Donc, on vient de parler de cette standard ANSI et puis ISO. Donc, on parle souvent de système de gestion des bases de données relationnelles. Donc, les SGBRDR signifie système de gestion de bases de données relationnelles. Et le système de gestion de bases de données relationnelles est la base de SQL et tous les systèmes de bases de données modernes comme MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL ou bien PostgreSQL. Et les données du système de gestion de bases de données relationnelles sont stockées dans des objets de base qui sont appelés des tables, comme on l'a vu. Et une table, c'est une collection d'entrées des données associées qui se composent, comme on l'a vu, de lignes et de colonnes. OK? C'est bon? Yes. C'est bon. Donc, comme je l'ai dit, on va maintenant passer aux syntaxes. On va essayer de voir les syntaxes de SQL, quelques syntaxes de SQL, avant de repartir, vraiment d'entrer dans les autres, avant d'aller à la création d'une base de données. Je voudrais qu'on passe un peu de temps sur les syntaxes de SQL. Donc, les syntaxes qu'on appelle instructions aussi. Donc, on parle de soit de syntaxes ou d'instructions. Donc, la plupart des actions que vous devez effectuer sur une base de données sont effectuées avec des instructions SQL. L'instruction, donc ça c'est un exemple d'instruction, on dit select étoile from customers. Ça veut dire sélectionne toutes les lignes dans le tableau qui s'appelle customers. Donc, on dit il faut garder en tête que SQL ne sont pas sensibles à la case. Pour dire que vous pouvez écrire les syntaxes de SQL soit en minuscule ou en majuscule. Mais vous devez choisir, vous ne devrez pas mélanger majuscule et minuscule. Soit vous choisissez majuscule, soit vous choisissez minuscule. Mais dans tout ce que nous allons faire ici, on va le faire en majuscule. Et aussi, le point-virgule après l'instruction de SQL. Certains systèmes de base de données nécessitent un point-virgule à la fin de chaque instruction de SQL. Le point-virgule est le moyen standard de séparer chaque instruction SQL dans les systèmes de base de données qui permettent à plusieurs instructions SQL d'être exécutées dans le même appel du serveur. OK? Donc, on a cette question de sensibilité à la case qui est importante. Il faut choisir soit d'écrire par les minuscules ou par la majuscule. Généralement, on conseille d'écrire les syntaxes en majuscule pour les différencier
des autres éléments. Par exemple, vous avez ici select, donc vous avez étoile from customers, qui est le nom de la table, est écrit en minuscule. Alors, si vous avez mis tout en minuscule, ça ne ressort pas les éléments de votre syntaxe. Donc, c'est pour ça qu'on conseille généralement de choisir l'écriture en majuscule. Donc, les commandes SQL les plus importantes, et c'est ça vraiment l'intérêt de SQL, c'est que c'est un langage qui n'est pas très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Donc, vous avez environ 10 à 11 commandes SQL qui sont les plus importantes. Le premier, c'est sélectionner, qui extrait des données d'une base de données. Le deuxième, c'est update, qui met à jour les données dans une base de données. Le troisième, c'est delete, qui encore delete supprime les données d'une base de données, alors que drop, c'est quand vous voulez supprimer une table, vous n'allez pas dire delete table, mais vous allez dire drop table. OK? Ensuite, vous avez insérer, donc insertion, insérer de nouvelles données dans une base de données. Et puis, vous avez pour créer une nouvelle base de données, vous dites create database. Et vous avez alter database qui est modifier une base de données. Pour créer une table, vous faites create table. Modifier une table, c'est alter table. Et drop table, c'est supprimer une table. Vous pouvez aussi créer un index qui est, en fait, l'index ici, c'est une clé de recherche. Et vous pouvez aussi supprimer cette clé de recherche-là. OK? C'est bon? Yes. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je vais en revenir ici. Donc, on a les différents syntaxes. Avant d'avancer, je vais juste faire une syntaxe. OK, donc on va juste regarder ici la syntaxe select. On dit select est une instruction qui est utilisée pour sélectionner les données dans une base de données. Les données renvoyées sont stockées dans une table de résultats appelée jeu de résultats. Donc, vous avez la syntaxe de select, c'est select, et vous indiquez les colonnes, ainsi de suite, from, et vous donnez le nom de la table. Par exemple, vous pouvez dire sélectionner toutes les lignes from, nom de la table. Okay? Donc, on va prendre cet exemple. Je vais aller ici, sélectionner custom name from customer. Avant ça, je vais aller ici. Je reviens ici pour que nous puissions revoir la première syntaxe qui nous permet d'avoir cette table. OK, donc, select toutes les lignes from customer. Je vais l'essayer moi-même. Donc, pour le faire, je vais aller dans une autre page. Cette fois-là, je vais rester en anglais pour que la traduction ne me dérange pas. Voilà, donc je dis try it yourself. OK. Donc, ici, vous avez sélectionné toutes les lignes from customer. Si je clique Run SQL, il me dit nombre de records, c'est 81. Donc, vous avez ici le tableau de tous les clients de cette entreprise. Donc, je vais aller plus bas pour que vous puissiez voir toute notre base de données. Donc, il ne me donne pas ça ici. Attendez. Je vais... OK, non, c'est ici, c'est sur le côté. Donc, je mets ça de ce côté. Voilà, donc notre base de données, est-ce que vous voyez ici? Donc, notre base de données, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tables. Donc, table names, customers, categories,
employees, order details, orders, products, shippers and suppliers. Et dans chaque table, vous avez ici le nombre d'enregistrements dans chaque table. Donc, dans la table des clients, vous avez 91. Dans la table des catégories, vous en avez 8. Employés, vous en avez 10. OK? Donc, si j'essaie un peu ici, je ne vais pas ajouter ici, limite. Bon, il ne permet pas de faire ça ici. OK. OK, donc voilà, j'ai fait la même chose, orders. Donc, je peux mettre la même chose ici, select. Maintenant, si je dis par exemple select, donc je vais ouvrir, je peux dire select. On a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, que select, on pouvait dire ici, par exemple, je peux faire shippers. OK, ça me donne la liste là, les 3. Speedy shippers, ainsi de suite. OK, donc on va voir les autres syntaxes. Mais avant ça, je vais continuer avec la théorie pour vous donner une certaine base d'abord avant qu'on entre dans. OK, donc, je voudrais qu'on s'attarde maintenant sur la création des bases de données. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Georges. La création d'une base de données, cela ne dépend pas d'un SGBD ou bien de façon générale. On peut le faire avec SQL. Ouais, par exemple, celui qui le fait avec Access, il suffit seulement de cliquer sur avec interface graphique. Ou même avec pdadmin. Donc, il y a moyen de le faire aussi avec les requêtes sans passer par les instructions sur l'interface graphique. Oui, en fait, comme vous allez le voir, lorsque vous êtes dans un... En fait, comme on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer là, vous avez, quand vous utilisez les systèmes de gestion des bases de données relationnelles, vous avez toujours cette option, cette double option d'utiliser la ligne de commande, la ligne de la console où vous devez écrire les codes, où vous pouvez également utiliser l'interface graphique pour pouvoir faire vos manipulations. OK? Oui. Donc, il y a toujours ces deux options qui sont disponibles, quoi. Mais l'intérêt ou la nécessité de tout, on conseille toujours, surtout lorsque vous êtes encore au début en train de vous former, d'utiliser les lignes de commande
parce que ça vous donne de comprendre en fait ce qui se passe en background, ce qui se passe en fond. Et aussi, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de votre base de données sur laquelle vous êtes en train de travailler. Tu vois un peu? Par exemple, ici, pour créer une base de données, comme on vient de le voir, si vous voulez utiliser votre ligne de commande, vous allez utiliser donc create table Seattle, par exemple, le nom de la table ici, c'est Seattle Crime Incident. Et maintenant, les valeurs, vous mettez entre parenthèses. La première colonne, c'est Crime ID. C'est le type de donnée, c'est une donnée integer. Donc, c'est un integer d'un nombre décimal. Et puis, vous avez offense, les types d'offense. Donc, character qui est ce qu'on a appelé chez Python string. Donc, offense code, donc c'est integer aussi. Date, time span, donc les dates s'expriment finalement en ce qu'on appelle time span, time stamp. Et puis, vous avez location qui est un character. Et quand vous validez ça, vous avez votre tableau qui est créé et qui est pour le moment vide. OK? Yes. Et ça, vous pouvez le faire, donc, comme je dis, avec ces lignes, mais aussi vous pouvez le faire avec l'interface graphique. Donc, comme on l'a vu, vous voyez ici, par exemple, vous avez ces différents types de données. Donc, on va passer un petit temps sur ça. Toutes les données d'une colonne doivent être du même type de données. Donc, dans une même colonne, vous ne pouvez pas avoir deux types de données. C'est un seul type de données à la fois. Si vous avez plusieurs types de données, il faut créer plusieurs types de colonnes. OK? Ceci requiert donc que SQL, pour la base de données, sache comment opérer sur les données de manière cohérente. Donc, les différents types de données que nous avons, c'est donc ce qu'on appelle les booleans. Comme on l'a vu, c'est oui ou non. Je crois qu'on l'a vu pour lorsque nous voyons Python. On a les chaînes de caractères qu'on appelle char, donc qui est un nombre de caractères fixes que nous devons définir lorsque nous sommes en train de créer notre base de données. Vous avez les dates qui sont généralement exprimées, donc ça peut être les années, les mois ou les dés, donc on parle de dates, des dates. Vous avez ce qu'on appelle double precision, qui sont les floats, nombre décimaux, donc on appelle float. Et puis on a les integers, qui sont ici, c'est sign 4 byte integer. Alors que là, c'est 8 bytes. Donc, les deux, en fait, ce sont des, en français, on va dire, ce sont les nombres décimaux, mais sur le plan informatique, c'est différent parce que là-bas, c'est 8 bytes, alors qu'ici, c'est juste 4 bytes. Donc, l'espace qu'un double précis, un float 8 occupe sur la mémoire est beaucoup plus grand que ce qu'un integer occupe sur la mémoire. Donc, c'est vraiment important de bien savoir pourquoi vous choisissez tel ou tel. C'est pour ça que vous allez voir peut-être deux bases de données peuvent être créées et une base de données est très lourde alors qu'une autre est très légère parce que la personne a bien su quel type de données choisir. Vous avez aussi les JSON qu'on utilise pour les données. Vous avez many pour les currency. Comment on dit ça encore en français? Et puis, vous avez pour les dates et le temps, c'est timestamp. Et puis, pour les données XML, vous avez XML. Donc, voilà quelques types de données que nous avons dans les bases de données relationnelles. OK? Oui. Maintenant, lorsque vous avez créé une base de données comme celle que je venais vous montrer, là, notre base de données, elle est vide, n'est-ce pas? Pour le moment, elle est vide. Donc, je peux maintenant remplir. Donc, et là, on parle de insérer. Donc, voici, ça c'est un exemple d'insertion qu'on peut avoir dans cette base de données que nous avons créée. Le nom de notre base de données, c'est Seattle Crime Incident. Donc, on met insérer dans, into, insert into,
Seattle Crime Incident, et maintenant values. Donc, et c'est là où on disait que parfois les syntaxes peuvent varier un peu d'un système de gestion de base de données à un autre. Dans certains systèmes de gestion de base de données, vous allez mettre ici value avant de pouvoir indiquer ceci. Dans d'autres, vous mettez juste insérer into le nom de la table et directement vous avez les éléments qui sont ici. Vous avez ici donc ici vous avez ça c'est l'index. Après vous avez ici, bon, ça c'est la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne, ainsi de suite. Et vous faites la même chose. Donc, autant de valeurs que vous avez, vous pouvez directement les indiquer là-bas. OK? Donc, notez que dans l'ordre, donc, si vous mettez par exemple trespass à la place de 1, ça va plutôt entrer ici. Et si ce n'est pas, vous n'avez pas indiqué que c'est par exemple une chaîne de caractères, ça va vous donner un message d'erreur à la fin. Donc, ce que nous venons de créer ici, voici ça qui s'affiche ici. Donc, vous avez ici, comme dans le crime ID, c'est 1, et puis là, c'est 2. Et l'offense type, c'est trespass. Ici, c'est l'enseigning theft. Et puis, les offenses, les codes de chaque offense, c'est là, les dates, et puis là, le lieu où ça s'est produit. Donc, ça, on a ce genre de base de données dans presque toutes les villes qui ont des systèmes de base de données pour gérer la criminalité. OK? Donc, quelques règles de base pour les bases de données. La première règle que nous devons voir, c'est la règle de normalisation. Tous les éléments de ligne doivent contenir une information unique. Donc, regardez en dessous là, cette normalisation de vos tables va minimiser ce qu'on appelle la redondance. Donc, dans cet exemple, vous avez crime ID, c'est 1, 2. En termes d'offense, ici, vous voulez par exemple mettre, c'est vrai, la personne a fait deux choses en même temps, et c'est dans des endroits différents même. Les codes, pardon, sont différents, mais c'est au même endroit et au même jour. Donc, au lieu de mettre trespasses and burglary, vous allez plutôt faire trespass, 5700, la même date, le même endroit. Ensuite, vous créez une deuxième ligne, burglary, 5710, parce que les codes sont différents. Et c'est ça, justement, la force d'une base de données, c'est que pour chaque élément, il y a un code qui est lié à cet élément. Donc, burglary, et vous voyez, par exemple, la date, c'est la même chose, la localisation, c'est la même chose. Et vous avez le troisième. OK? Donc, ça, c'est la première règle, c'est la règle de normalisation. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, mettre deux codes comme on l'a vu, vous ne pouvez pas mettre deux informations dans une colonne. Chaque colonne correspond à une information, même si c'est le même type. Ces informations ne peuvent pas tous rester dans la même colonne. Il faut créer plusieurs colonnes pour les insérer. OK? On appelle, c'est la règle de la normalisation. OK? La deuxième règle, c'est la valeur nulle. On dit que les données manquantes sont une caractéristique commune de nombreux ensembles de données. Donc, parfois, vous avez un ensemble de données, il y a des données qui manquent. Par exemple, ici, on a le code de cette offense trespass qui manque. On suppose que cette information manque. Au lieu de juste mettre une croix ou bien quelque chose qui ne correspond à rien, on va plutôt mettre nul. Et la valeur nulle permet de résoudre ce problème, de résoudre donc ce problème de laisser vierge ou bien de ne rien mettre. Parce que quand vous mettez nul, ça veut dire que c'est un état représentant un manque de valeur. Donc, quand vous voyez dans une base de données l'écriture NU2L, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui manquent. Et ça permet aussi de savoir que ce n'est pas la même chose que 0. Donc, nul veut dire qu'il n'y a pas de valeur.
Parce que 0, c'est une valeur. Si vous mettez 0 quelque part et que, par exemple, vous aviez indiqué que le type, c'est un chaîne de caractères, ça va vous donner erreur, ça ne va pas marcher. Donc, mais alors que nul peut rester partout, peut rester dans toutes peut aller dans toutes peut prendre la place de toutes les valeurs tant que ces valeurs sont manquantes. Et les valeurs nulles sont ignorées dans les instructions de select. OK? Maintenant, comment sélectionner des données? L'une des opérations les plus courantes sur les tables SQL consiste donc à sélectionner des données. Donc, on a select, par exemple, offense type, offense code, date, location de la table from Seattle Crime Incident où offense code est égal à 5700. Donc voilà, par exemple, on dit, on veut que tu sélectionnes la colonne type d'offense, le code de l'offense, la date et la location dans la table Seattle Crime Incident où l'offense code est égal à 7500. Directement, vous avez, c'est ça, TrePass qui va s'afficher. OK? Yes. Donc, cet exemple montre comment utiliser une liste séparée par des virgules pour sélectionner donc des colonnes spécifiques. Ici, vous avez plutôt select offense type, virgule, date de Seattle Crime Incident. Donc ici, vous avez plutôt offense. Donc c'est juste deux lignes. Comme on ne veut pas tout sélectionner, on veut juste deux colonnes, pardon. Et on indique, on les sépare, on les indique entre guillemets, et puis on les sépare par des virgules. Et on indique la table, le nom de la table. OK? Yes. Donc, en plus donc, de ces syntaxes, comme je l'ai dit, on a plusieurs. Donc, tout à l'heure, je vais vous indiquer le travail à faire ici sur ce site W3School où vous avez toutes ces syntaxes. On a syntaxe. Permettez, Georges, il n'y a que ces deux règles ici, la normalisation et la valeur nulle. Oui, oui. Oui, je voulais un peu poser une question. Cette valeur nulle ici, elle est pareille à la valeur NaN. Parce que quand je faisais le data frame avec Python, à certains endroits, quand c'était vide, ça m'écrivait NaN. N-A-N. N-O-N. Non, c'était N-A-N dans le data frame. OK. À certains endroits, là où il n'y avait pas de valeur, je voyais, ça m'écrivait N-A-N. Je voulais savoir si c'est similaire à un nul dans les SQL. N-A-N. Oui. Ça, je dois vérifier parce que je dis vrai, je pensais que c'est N-O-N-E, ou dit non. Donc, moi, je voyais N-A-N. OK. Le data frame, mais à certains endroits, c'était vide, vous voyez cette mention ici. D'accord. Je vais vérifier ça et puis je vais te revenir par rapport à ça. OK? Oui. Donc, je disais que pour ce qui est de... tout à l'heure, je vais vous indiquer donc les choses, les exercices pour pouvoir pratiquer donc, sur W3School. Vous avez donc les différents syntaxes, select distinct, where, and, or et not, order by, insert into, comme on a vu, null value, update, delete, top, min et max. Ça, maintenant min et max, ça, ce sont les fonctions donc, que je suis en train de vouloir vous présenter. Donc, il va juste, tout à l'heure, je vais vous indiquer d'aller sur cette page pour pouvoir pratiquer l'utilisation de ces syntaxes. Simplement, c'est vraiment évident. Et dès que vous le faites plusieurs fois, vous avez la possibilité de comprendre ça vraiment très facilement. Donc, on va voir les fonctions.
Donc, on dit que les fonctions, les bases de données ont un large éventail de fonctions qui peuvent opérer sur les lignes, les éléments de ligne. L'une des fonctions les plus courantes consiste à extraire un sous-ensemble, par exemple d'une date, année, heure, d'une colonne de type datage. Donc, par exemple, on peut dire sélectionner data reported, date part, et on met entre parenthèses dans hour et dans date reported, parce que dans date reported, vous avez plusieurs éléments dans date reported. Donc, en utilisant ici la fonction hours, vous arrivez à qu'est-ce que je dis, à date part, vous arrivez à extraire seulement l'heure. Les bases de données ont également des fonctions d'agrégation utilisées sur les ensembles de données. Comme je venais de vous montrer, vous avez par exemple la somme, le maximum, le minimum, la moyenne, qu'on appelle average, le nombre qui est count. Nombre d'enregistrements. Voilà, et puis vous avez std-dev. Tu sais ce que c'est? I don't know. You will look for that one. OK. Donc, pour finir, on va voir l'analyse des données. Donc, lorsque vous avez donc vos données, les bases de données disposent donc, comme on l'a vu, des méthodes puissantes pour analyser les données. L'une des tâches les plus courantes appliquées des statistiques c'est d'appliquer, une des tâches les plus courantes, donc, c'est appliquer des statistiques à plusieurs groupes. Pour accomplir cela, nous devons apprendre, premièrement, comment regrouper des données, des ensembles de données, et deuxièmement, comment appliquer des fonctions statistiques donc, à ces groupes de données. Et voici donc un exemple. Nous avons ici notre tableau des crimes de la ville, de cette ville particulière. Et on veut analyser donc cela. Première, on suppose qu'on nous demande quel est le total de dommages survenus dans chaque type d'infraction. Le nombre total de dommages. Parce qu'on évalue souvent les dommages et on l'évalue même sous forme monétaire. On peut dire quel est le nombre de dommages survenus par type d'infraction. Il faut d'abord, premièrement, regrouper les données par code d'infraction. Donc, on doit regrouper, on dit par exemple, regrouper dans les codes d'infraction, dans les 5700 sont ensemble, 5710 sont ensemble, 2300 seuls. Et ensuite, maintenant, on va donc dire de nous donner les dommages. Donc, voilà la syntaxe qu'on va écrire. On va dire sélectionner la somme des dommages de la table Settle Crime Incident et grouper les by offense code. Tu vois? Donc, group by nous permet de pouvoir grouper tous les 5700, tous les 5710, tous les 2300 et maintenant de pouvoir prendre la somme des dommages que l'on a pour chacun de ces codes. OK? Donc, ça, c'est une forme d'analyse que nous avons eu à faire. Donc, on utilise des fonctions. Ici, on a utilisé les fonctions, mais aussi la syntaxe group by. OK? Donc, pour accomplir les analyses, parfois, il faut d'abord grouper les ensembles de données et ensuite appliquer maintenant la fonction statistique. La fonction statistique ici, c'était additionner la somme des dommages. Donc, il fallait grouper d'abord et puis appliquer la somme de ces dommages-là. OK? Yes. OK, maintenant, on a un autre exemple. Souvent, nous voulons renommer les colonnes nouvellement générées. On va dire, par exemple, sélectionner date reported et on dit, par exemple, date part, donc juste une partie, l'heure dans le date reported et on va dire as reported hours. Donc, on veut qu'il puisse sélectionner la date où l'incident a été reporté et dans cette
dans cette colonne qui s'appelle date part, et puis il faut maintenant, on utilise cette fonction date part pour dire on veut juste l'heure de cette colonne qui est dans cette colonne date reported et que tu puisses, dans la table que tu vas nous montrer, que tu mettes ça, que tu l'appelles reported hour. Tu vois un peu? Donc on dit pour cette première incidence, date reported, le reported hour c'est à 9 heures. Ici c'est 11 heures, ici c'est 19 heures, là c'est 15 heures, là c'est 4 heures. OK? Yes. Et là, on a dit limiter à 5. On n'a pas besoin de prendre toute la base de données. Donc, une autre forme d'analyse de données, c'est la jointure des tables. Des bases de données bien conçues repartissent des données sur plusieurs tables, ce qui est beaucoup plus efficace. Alors, nous pouvons joindre les données dans les tables selon les besoins. Vous avez par exemple ici, bonsoir Bernard. OK, donc vous avez ici la table des différentes offenses qui donne le code des offenses, la date et puis la localisation. Mais aussi, vous avez une table où vous avez les types d'offenses avec les codes des offenses. Donc, vous voyez ici, il y a cette colonne offense code qui se retrouve aussi ici dans cette autre table. Donc, en utilisant donc cette colonne, vous pouvez facilement joindre les informations qui sont contenues dans ces deux tables. OK? Comme on l'a vu, pour pouvoir implémenter une base de données, il y a plusieurs logiciels de base de données relationnelles qui existent. On a Oracle, Microsoft, IBM, DB2, on a aussi Postgres et Microsoft, qu'est-ce que je dis? MySQL, ainsi de suite. Donc, les commerciaux, c'est Oracle, Microsoft SQL, c'est IBM, DB2. Ceux qui sont open source, vous avez MySQL ou Postgres SQL. Donc, quel que soit le logiciel, la plupart des bases de données sont déployées sur un serveur. Donc, pour pouvoir déployer votre base de données, vous devez avoir un serveur. Et pour déployer localement, vous pouvez aussi le déployer sur votre ordinateur qui peut jouer le rôle de serveur. Et là, vous pouvez le faire juste pour des tests. Donc, toutes les bases de données sont accessibles via une chaîne de connexion. Comme tu parlais tout à l'heure, Paul, on a donc l'interface, une interface graphique qui permet de pouvoir accéder à une base de données. Et généralement, sur cette interface, vous devez entrer un certain nombre d'informations, notamment le nom d'hôte, le port, l'utilisateur et le mot de passe. Donc, et généralement, vous avez pas, toutes les bases de données sont accessibles via une chaîne de connexion. Et ça, c'est un exemple qui nous est donné là. Donc, voilà un peu la partie théorique que je voulais que nous puissions avoir. Donc, pour pouvoir pratiquer ceci, comme je disais, vous devez aller donc, sur ce site W3School. Et ce que je voudrais que vous puissiez faire, c'est ceci. Donc, si vous allez, dès que vous êtes ici à Select, vous commencez au niveau de Select, OK? Vous pouvez utiliser donc ce que je vous ai montré, avec toute la connaissance que vous avez, soit vous traduisez pour lire, mais si vous avez bien suivi le cours, vous devez pouvoir le faire. Donc, pour pouvoir maintenant, vous devez cliquer ici sur, chaque fois vous cliquez sur Try it yourself pour pouvoir tester. Donc ici, vous avez par exemple Select Customer Name, virgule, City from Customer. C'est ce que nous avons vu. Donc vous séparez, ça ce sont les colonnes. Et
Si je dis try it yourself, donc c'est là, select customer name, city from customers. Donc si je dis run, donc vous avez seulement customer name et city. OK? Donc ça, c'est une option. L'autre option maintenant, c'est de partir au niveau, lorsque vous avez eu à bien lire et que vous voulez vraiment vous exercer, vous pouvez maintenant aller ici sur les exercices. Donc, je vais aller, par exemple, si je dis Start the exercise, donc il me dit insérer the missing statement to get all the columns from the customer table. Et comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser toujours votre convertisseur là. Vous pouvez utiliser ici Google Translate. Donc, il va vous mettre ça, insérer l'instruction manquante pour obtenir toutes les colonnes de Customer Table. Donc, ici, quand je mets en français, si j'écris, ça ne va pas bien, ça ne va pas pouvoir le faire. Donc, je traduis juste pour pouvoir comprendre. Et dès que j'ai compris, je peux maintenant aller dans ma... Ici, je mets Select to from Customer. Je soumets, il me dit c'est correct. Je dis suivant. Write a statement that will select the city column from the customer table. Si je comprends, tant mais si je ne comprends pas, je fais la même chose. Je traduis d'abord Google. Il me dit, écrivez une déclaration qui sélectionne la city colonne, la colonne qui s'appelle city et dans le tableau customer. OK, j'ai compris. Je reviens ici. Donc, je dis select Astérisque. city, non, from customer. Submit. OK. Et je peux continuer. Maintenant, il me dit select all the different values from the countries column in the customer table. Bon, c'est trop, si c'est compliqué pour moi, je m'en vais toujours prendre mon traducteur. Je traduis d'abord. Sélectionner toutes les différentes valeurs de la colonne country dans le tableau customers. OK, j'ai compris. Je vais fermer ça. Je viens maintenant ici. Je vais commencer toujours par select. Donc, c'est la colonne. Hein? Select all different values from country column in the customer select. Qu'est-ce que je mets, Paul? Astérisque. Sure. Select different value from, donc les valeurs dans la colonne country. Country, c'est une colonne. Oui. Donc, on sélecte toutes les valeurs qui sont dans la colonne country. OK, oui. Mais là, on met select. Là, ce n'est pas astérisque. Hein? Parce qu'on veut avoir toutes les valeurs des country provenant de la table customer. Oui, on n'a pas vu ça, c'est distinct. Ah. Donc ici, c'est distinct. Country from. OK. Donc, tu peux toujours te référer. Donc, quand il y a une question, tu peux te référer ici. Donc, si avant de faire cet exercice, tu as passé en revue tout ce qui est ici, normalement, ça devrait être très facile. OK? Donc, c'est vraiment trouver le temps. Donc, si j'étais venu ici,
j'avais regardé ça. Donc, SQL select distinct statement. Je lis ça. The select distinct statement used to return only distinct different values. Inside a table, a column often contains many duplicate values. And sometimes you only want to list the different distinct values. Donc, si je comprends, en anglais, tant mieux. Si je ne comprends pas, je traduis. Encore, comme je vous ai indiqué dans la vidéo de ce matin, c'est vraiment bien d'avoir cette extension pour vraiment traduire chaque fois pour mieux comprendre. Donc cette syntaxe, c'est une instruction qui est utilisée pour renvoyer uniquement des valeurs distinctes, différentes. À l'intérieur d'une table, une colonne contient souvent de nombreuses valeurs en double. Parfois, vous ne voulez pas lister les différentes valeurs. Vous voyez un peu? Donc, vous voulez juste celles que vous ne voulez pas. S'il y a des valeurs en double, comme on a vu par exemple, vous aviez dans la colonne code, parfois plusieurs codes. Vous dites non, je veux juste un seul code, je ne veux pas plusieurs codes dans cette colonne-là. Et là, vous dites select distinct dans la colonne, dans la table, de la table, et puis vous mettez le nom de la table. OK? Donc, dès que vous comprenez ça, vous fermez ça, vous revenez donc ici, vous repartez sur select where. Donc, sélectionner, donc c'est the where clause used to filter record. Donc, c'est pour filtrer ce que vous voulez sélectionner. Donc, sélectionne telle colonne de telle table where, où il y a telle condition. On a vu un exemple tout à l'heure. Vous avez Customer Table ici, et on vous dit select toutes les lignes de la table colonne ou le pays. Donc, il y a une colonne pays qui est égale à Mexico. Donc, où vous aurez le pays concerné, c'est où le client vit et Mexico. C'est ça la condition qui est donnée ici. Ou bien sélectionner toutes les lignes où l'identifiant du client, c'est 1. OK? Et là, vous avez tout ça. Donc Jean, je voulais dire, j'ai réalisé après ces explications que pour quelqu'un qui maîtrise bien les SQL, il peut facilement manipuler plusieurs SGBD. Plusieurs SGBD. C'est-à-dire, si quelqu'un maîtrise bien les SQL, même s'il est habitué seulement avec Postgres, il peut facilement migrer vers Oracle ou d'autres SGBD. Exactement, tu as compris. Par rapport à celui qui est figé avec, comme moi par exemple, c'est comme un robot, en utilisant les interfaces graphiques de pgadmin par exemple. Oui, de Postgres, pgadmin qui est sur Postgres, oui. Ah, mais là, c'est comme un robot, vous cliquez, quoi. Mais là, je réalise qu'on peut même migrer pour faire autre chose. Exactement, vous avez la possibilité. Et c'est ça la force de comprendre ces logiciels, parce que vous n'êtes plus un utilisateur seulement des différents outils, mais vous pouvez créer des choses propres à vous, quoi. Vous pouvez laisser l'interface graphique de côté et faire quelque chose qui répond, parce que souvent, l'interface graphique ne prend pas en compte toutes les réalités. Tu vois un peu? Tu peux collecter une base de données ou un ensemble de données, par exemple, et tu te rends compte que tout ce qui t'est proposé comme syntaxe ou comme technique d'analyse dans le système de gestion de base de données relationnelles que tu utilises, il y a quelque chose qui manque. Et là, maintenant, si tu connais bien utiliser SQL, ça te permet de pouvoir le faire facilement, quoi. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, voilà le devoir. Hein. C'est travailler sur les syntaxes. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je crois que c'est une trentaine
Donc, vous arrêtez jusqu'à SQL Database. La prochaine fois, on va travailler SQL Database ensemble. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez poser des questions sur la base, sur la table, la plateforme. Vous pouvez m'envoyer un message et on pourra discuter et d'autres amis pourront également contribuer. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour nous ce soir. Donc, s'il y a des questions, on va les prendre. Sinon, on va se dire au revoir pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi, je n'ai pas de questions. Seulement que pendant que j'étais isolé là, j'ai essayé un peu de faire des exercices de Panda. Et j'ai découvert qu'il y a aussi un module qu'on appelle GeoPanda. OK. Et celui-là, il nous permet d'ouvrir les types files. Il permet même de les afficher. Je ne sais pas si c'est ça, GeoPython en question, ou GeoPanda est différent de GeoPython. Non, GeoPython, GeoPanda est différent de GeoPython. En fait, GeoPython, ça permet d'avoir. GeoPanda fait partie de GeoPython, en fait. On a, je ne sais pas si tu étais là lors de la séance où on a téléchargé tout un ensemble de librairies qui sont liées à GeoPython, en fait, et qui permet justement de faire beaucoup d'autres choses. GeoPanda et Panda et NumPy, Matplotlib, tout ça, ce sont des librairies qui sont liées à GeoPython, quoi. Mmh. Oui, Maintenant, oui. la séance là où vous avez téléchargé toutes ces librairies-là, vous l'avez déjà mis sur YouTube. Je ne suis même pas sûr qu'on l'avait enregistré, hein, mais bon, je vais regarder. Si je vois ça, je vais mettre ça en ligne. Je vais te passer ça. Mais aussi, on peut peut-être organiser notre séance dessus. Oui, Parce peut-être que là, samedi aussi, si tu as du temps. Et en fait, si tu es sûr d'être là samedi, ce serait bien que tu prépares ça. Tu peux également partager ça avec nous, quoi. oui, Mhm. là, je vais partager, je vais préparer GeoPanda. Oui, oui. Oui. Je vais préparer OK. quelque chose sur GeoPanda. Oui. D'accord. Oui. OK. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, on va donc arrêter là pour ce soir. Et puis, on va se retrouver samedi pour continuer à pratiquer, mais aussi pour... et là, on va pratiquer non seulement SQL, mais aussi on va allier ça avec Python, avec des choses que tu as eu à faire et puis d'autres choses que d'autres amis ont eu à faire, quoi. Mm. D'accord. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, ceux qui n'ont pas été là, je vais balancer la vidéo tout à l'heure pour que tout le monde puisse être à jour. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. OK.